Hello tout le monde, hello, hello, hello. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je sais même pas trop c'est quoi l'objectif. Bon, après, faut bien dire que les deux dernières vidéos n'avaient pas vraiment d'objectif très concret. Donc, je sais pas trop. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui peut être pas mal? Pourquoi pas parler un peu d'histoire? Parce que j'ai écrit un peu sur l'histoire aussi d'une manière assez globale. Notamment un texte qui, je crois, et vous allez voir que c'est quelque chose de très récurrent chez moi, n'est pas du tout fini. Mais on va voir jusqu'où on va aller parce qu'il est plutôt long et puis il n'était pas non plus tout à fait inintéressant de ce que je me souviens. Bref. Ce texte s'intitule Les crimes de l'histoire. L'histoire est vaste, fascinante et mystérieuse. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des multitudes de personnes qui l'étudient, qui la contemplent et la cajolent. De même, je pense pouvoir moi aussi me placer en adorateur de l'histoire. Elle est fichtrement belle. Dans ses malheurs, ses drames, elle nous raconte tout ce que l'on veut savoir. La meilleure science sociale, c'est sans doute une histoire bien connue. C'est d'ailleurs sans doute à ça que l'utilité réelle et unique de l'histoire en tant que matière se réfère. Celle où l'histoire est ce qui permet de nous comprendre, de mieux comprendre les autres. Mais si nous comprendre était si simple par l'histoire, celle-ci serait bien prisée, et même si cela semble être le cas quelques sociologues viennent à choisir leurs arguments dans l'histoire, il est bien à déterminer si nous pouvons vraiment parler d'arguments. L'histoire est souvent une facétie dans ces récits, car si celle-ci est belle, elle est d'une certaine manière biaisée, si ce n'est fausse. Et c'est ce que je vais m'engager à essayer de prouver dans un léger essai. Je ne remettrai jamais en cause, ici, tout ce que l'histoire apporte finalement de compréhension. Je veux plus nuancer ce qu'elle nous révèle, et que même si dans certains cas, l'histoire nous semble un puits réel de savoir, il se peut que la corrélation entre les comportements historico-rapportés et les comportements sociaux actuels ne soit parfois que le fruit de la providence. Pour parler de mon premier point, je voulais d'abord introduire ce qui me semble nécessaire pour comprendre ma façon d'aborder le sujet. Au risque de le répéter, j'aime l'histoire dans tout ce qu'elle peut m'apporter. Des rêves incessants, souvenirs bien plus beaux que la réalité qui m'échappe, des images tantôt guerrières, tantôt de paix, montrant une accalmie dans le temps qui saurait se faire apprécier par tous. Mais ne nous erronçons pas, il n'existe sans doute pas de période plus sécurisante que la nôtre. Les enjeux historiques ont été progressifs, et il est sans doute vrai qu'un conflit actuel a de fortes chances d'être immensément plus grave qu'un conflit d'époque. Mais ceux-ci sont, en tout cas dans un contexte occidental et européen, bien plus rares. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément eu la guerre en Ukraine, par exemple, ou l'intensification des combats à Israël et Palestine. Mais je pense que c'est toujours d'actualité ce que j'ai écrit en réalité. Si un conflit vient à se généraliser, c'est vraiment pas du tout la même chose qu'à l'époque. Bref, il s'agit bien ici bien sûr, d'une explication claire de ce qu'implique le nucléaire en politique contemporaine. En bref, le point que je tente d'atteindre, c'est que dans presque toutes les époques, seuls quelques noms suffisent à écrire des siècles entiers. Ainsi, si cela permet d'étancher les curiosités de quelques individus, les historiens ne peuvent pas s'en contenter. Mais il faut bien comprendre que même si l'on vient à changer et admettre une centaine, si ce n'est plus de chroniqueurs, il n'existera en rien le quelconque de l'individu de cette époque. À la bonne heure, vous n'êtes pas plus avancé, et c'est bien normal, ce n'est qu'une prémisse. Les écrivains s'enchaînent, enchantent les histoires, et il le faut bien, car si le gagne-pain des gens se fait dans la bonté et la charité, à entendre l'honnêteté, celle-ci serait bien présente en beaucoup plus grande quantité dans l'humanité. Il faut savoir que la plupart des chroniqueurs de l'époque, donc de ceux qui racontent l'histoire
soit contemporaines, soit légèrement passées de leur époque, sont malheureusement assez souvent biaisées dans un sens où c'est un peu ce que j'ai écrit, mais j'essaye de le répéter peut-être d'une manière un peu plus claire. C'est que concrètement, comme un youtubeur peut chercher, ça va chercher le buzz. C'est un peu ça. C'est l'équivalent d'un buzz de l'époque, disons. L'homme et ses qualités, bien nombreuses. Je parle ici de traits spécifiques à l'humain, tels la transmission de connaissances, notamment par le moyen qu'est l'écriture. L'homme écrit, il apprend et s'instruit. Ce sont des faits qu'aucun humain ne peut réfuter. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toute écriture est empreinte de l'écrivain. De même, ce qu'on instruit n'est pas une connaissance fiable. Allons-y simplement. Vous pouvez être déterminé dans ce que vous savez. Par exemple, vous êtes sûr qu'un chat ne peut pas sauter plus de 20 mètres. Vous en êtes convaincu. Si convaincu que vous l'écrivez comme une vérité générale. Bien sûr, tout le monde est plus ou moins d'accord. 20 mètres, c'est un peu trop. Jusqu'au jour où un chat devant vous saute 20 mètres. Mais coup du sort, vous voilà frappé par un infarctus. Alors votre âme, en tant qu'écrivaine reine de vos pensées, ne pourra faire part de cette expérience. Ainsi, vous aurez propagé une information que vous savez fausse, et qui de plus est établie comme fausse par la majorité des gens, car il faut bien dire que des personnes croient ce qu'ils lisent comme vérité absolue. Surtout, si l'écrit n'est pas un éveil à une proposition, et bien une affirmation. Vous avez instruit, mais vous avez faussé. C'est encore plus pernicieux. Vous hésitez aux honnêtes hommes le soin, le plaisir et la naïveté de découvrir d'eux-mêmes combien un chat ne pouvait pas sauter. Vous les empêchez presque de réfléchir à la question. C'en est presque dommage, mais il s'agit ici peut-être plus d'une opinion bien personnelle qu'un développement plus mesuré et argumenté. Il n'est pas ici question de logique, mais de préférence, et je n'ai pas encore établi de lien entre ces deux concepts. Je parle de moi, bien sûr. Toute autre personne ayant trouvé pareille logique sera bien content de s'en tenir. Je veux dire, lorsqu'une personne possède une information, qu'il la travaille, il la retient peut-être, l'agrémente sans doute. Il implique un lien, une passerelle à tout autre élément. Il va sans dire qu'il a oublié de simplement le remettre en question. Ainsi, vous biaisez indéniablement le jugement de ces personnes. C'est un manque, mais je serais d'avis de dire que, pour bien des hommes, une aide à l'instruction est bien importante. Il est bien des gens où même une morale primaire est à instruire, ceci décrivant un manque crucial d'éducation. Et je suis d'avis qu'apprendre est une chose bien importante dans la vie humaine, puisqu'apprendre c'est en chaque instant faire preuve de compréhension. Pourtant, il est bien mauvais d'empêcher la réflexion, parce que réfléchir est un synonyme de liberté. Mais ici les concepts s'éloignent bien trop du propos élémentaire qui est l'histoire. Alors revenons légèrement en arrière, et redéfinissons les quelques critères de mon premier argument. L'histoire est une science sociale, voûte de notre société contemporaine à bien des égards. Pourtant, celle-ci est floue en plusieurs aspects. L'incertitude, liée à notre non-connaissance de certaines choses, l'incertitude concernant la véracité racontée, et concernant la plume des auteurs. Aucun fait n'est tout à fait factuel. La défaite à Waterloo n'est en aucun cas factuelle. Il faut d'abord préciser quand, à quel camp, et entendons-nous bien, Napoléon a bel et bien perdu à Waterloo. C'est déjà bien plus factuel, mais tout réside dans la précision des faits. Est-ce factuel? Peut-être bien déjà plus en effet, mais qui raconte cela? Les phrases, aussi maigres soient-elles, qui accompagnent cette phrase, la déformeront, la feront changer du tout au tout, pouvant penser d'un fait mélancolique à un haut fait de victoire. Regardez, moi, vieux français qui dans mes terres, bientôt vide de toute culture, voulait encore pestiférer sur son aigle, phénix rabougri qui, depuis 100 jours, s'était décidé de commander de nouveau, venait d'apprendre une nouvelle qui me laissait indifférent. Cela, lorsque ma femme était auprès de moi. Napoléon a perdu à Waterloo. Je l'ai appris, j'ai tourné la tête, rebelote peut-être. Le vent s'était levé, mais celui-ci ne laissait sur mes pas quelques épis de blé. Qu'une courbure docile, torsion légère, similaire à l'arrière-goût qui me restait après déglutition. Ou encore, Monseigneur, je viens aux nouvelles. Napoléon a perdu à Waterloo. Ces chiens de Français, après avoir tenu les troupes du duc de Wellington une journée durant, se sont retrouvés au pied du mur après l'arrivée autrichienne et le maréchal Blücher.
Vous comprenez alors que le point de vue est réel, et même si les deux exemples sont opposés, et il peut effectivement exister d'autres points de vue, un point de vue neutre, ou etc., mais il ne reste pas moins un point de vue. Cependant, si nous lui concédons le titre de factuel, il ne reste qu'il n'est pas représentatif de quoi que ce soit, et qu'alors l'histoire perd bien du sens. Donc l'histoire se doit d'être racontée et donc influencée. Et c'est là bien là la limite. En bref, l'histoire est forcément sous l'emprise d'une plume et de son rédacteur. Et non, elle est donc une unique et infime partie d'un point de vue plus global. Le point est alors de déterminer si un point de vue est forcément mauvais ou si l'écart de point de vue peut se voir négligé. Un premier avis est alors d'imposer exactitude entre histoire et action, et donc sa restitution. Ce cas est uniquement hypothétique et semble bien plus tiré d'un idéal que d'une réalité tangible. Alors il faut donc déterminer si l'histoire, telle qu'elle nous est restituée, est en quelque manière utile. Il existe encore plein de cas possibles, le premier étant celui qui nous dit que l'histoire, telle que nous la connaissons, nous, est le plus objective et donc la plus vraie possible. C'est le cas parfait, une restitution la plus objective, indépendante de la culture, au sens pensée et influence d'une personne. Alors les propriétés s'y étaient plus haut, liées à l'histoire sans pouvoir s'appliquer. On a alors une histoire avec un grand H comme une science sociale, la plus juste possible, décrivant des comportements précis de classe et ou de caste dans des contextes souvent indépendants. De ce point de vue, il nous paraîtrait évident que le monde pourrait tourner rond. Nous connaissons ce qu'il faut et ne faut pas faire, alors les raisons pour tomber dans des travers doivent être proches de nul. Voyez bien alors comment tout perd de sens. Si la vérité historique est détenue, pourquoi s'aventurer vers ce qui n'a pas d'issue ? Car il n'y a bien aucune issue connue à notre contexte actuel. Pourtant, nous savons ce qui a fait défaut, ce qui a peut-être marché, et pourquoi pas la volonté générale. Pourtant, actuellement, cette volonté se veut nouvelle et progressiste, et sans intérêt général qui voudrait une simple floraison du bonheur en tout homme. Le monde tel qu'il est actuellement n'a aucune vocation au bonheur, c'est une évidence. Mais quelle est la tournure du monde ? Son but ? Quel est le but de l'humanité ? Et si son but est simplement de découvrir et de se poser des questions, nous n'en serons pas plus avancés. Je dis simplement que si l'histoire était une véracité, elle pourrait tourner autour d'un but. Et si nous connaissons des âges d'or, entre guillemets, elle pourrait simplement restituer et refaire ces âges d'or si tout était cité à la perfection. Car si après tout, le but fonctionne individuellement, il se devrait de fonctionner en société. Voilà, c'est à peu près tout pour ce texte. Je crois que je vais m'arrêter là, mais effectivement, pour l'avoir relu avec vous, je trouve qu'il y avait pas mal de trucs intéressants, mais effectivement, il n'est pas fini. Il y a plein de trucs qui manquent de précision, même parfois d'arguments. C'est un espèce de pamphlet sans argument, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Et si je réécris ça, je pense que j'aurais essayé de chercher plus d'arguments avec plus de précision. Mais je pense que il y a une bonne réflexion malgré tout. Bref, je vous remercie de m'avoir écouté et au revoir.